dans n'importe quelle ville, on va donner quelques indices. C'est une ville très peuplée. C'est vrai? 20 millions d'habitants, c'est incroyable. Ouais. On est au bord d'une mer, la mer d'Arabie, le long d'une baie en demi-lune. Si vous deviez désigner un monument comme symbole de la ville, ce serait lequel? The Gateway of India, la porte de l'Inde. La porte de l'Inde, oui. C'est une porte qui avait été érigée pour la visite du roi britannique George V. Ironiquement, oui. Tous les Anglais sont sortis par cette porte. En tout cas, ça a été longtemps le symbole de la fin de l'ère coloniale. Ouais. Ici, plus qu'ailleurs, les inégalités sont flagrantes. Comment ça se vit, ça, au quotidien? C'est la réalité. Juste le fait qu'on ne voit pas la pauvreté devant nous, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et on voit qu'il y a beaucoup d'injustice et qu'on a beaucoup de pas à faire pour évoluer. C'est une ville qui a inventé Bollywood. Donc c'est une capitale de cinéma. Absolument, oui. Oui, c'est où se passe l'industrie du cinéma, mais aussi de l'art et de la culture. Il y a beaucoup de musiciens, des écrivains. On le dit, on est à Bombay. Bonjour, Kalki Keklin. Bonjour, Valérie. Vous êtes la seule Française à avoir réussi à vous imposer dans le cinéma indien. Et dans cette industrie très formatée, votre voix résonne de manière bien singulière. C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, ici à Bombay, où vous avez choisi de vivre. Mais avant, on va aller découvrir l'un de vos quartiers préférés. Oui, bien sûr. C'est par là? Oui, c'est par là. C'est pas par la mer. Non. Bourdonnante, frénétique, déroutante, Bombay est la terre de tous les contrastes. Une histoire millénaire, une architecture coloniale incroyable, Bollywood et son star system, mais aussi des rues bondées, une pollution palpable, une extrême pauvreté dans le plus grand bidonville d'Asie. La mégapole affiche les multiples visages de l'Inde moderne et traditionnelle. Bref, c'est une cité hors du commun qui a su attirer les artistes. Kalagoda, c'est un quartier qui plaît énormément aux artistes. Pourquoi? En fait, il y a un festival d'art ici qui se passe chaque février, où il y a vraiment, dans tout le pays, il y a des gens qui arrivent, qui sont des artistes contemporains, des installations d'art, des pièces de théâtre, tout. Cet endroit devient vraiment vivant avec ça. Ça, c'est le Watson. Et en fait, c'est intéressant parce que les frères Lumière ont eu leur premier screening en Inde ici, un cinématographe dans ce bâtiment-là. Aujourd'hui, à Bollywood, on tourne 1000 films par an. C'est 2 fois plus qu'à Hollywood. Est-ce que c'est au détriment de la qualité? Non, je ne pense pas. On a beaucoup de films régionaux, des films dans plusieurs langues différentes. Donc, il y a beaucoup de diversité. C'est vrai que quand un film Bollywood essaye de copier, d'imiter un film Hollywood, ça perd la qualité. Bon, ben, on va aller rencontrer notre guide qui nous attend pour nous parler un petit peu de ce quartier. Bonjour, soyez bienvenus. Merci. Bienvenue. C'est une galerie où s'expose l'art contemporain, les nouveaux artistes indiens. Voilà. On y va? OK. Ici, vous êtes dans la galerie principale de Jahangir Art Gallery. Et aujourd'hui, ici, il y a une exposition de 3 jeunes peintres. C'est des perspectives différentes de la même chose. Et l'Inde, c'est beaucoup ça. On voit la même chose et on voit l'opposé aussi. Est-ce que les artistes sont libres ici? Absolument. De faire tout ce qu'ils ont envie, d'exprimer tout ce qu'ils ont envie? Non, ce n'est pas vrai. Non, par exemple, M.F. Hussain, un très grand artiste indien, a été censuré pour quelques peintures qu'il a fait sur des dieux indiens. Oui, mais ils sont libres. Ils sont libres. En même temps, c'est un artiste qui est célébré dans le pays entièrement. Le musée Prince de Galles, il a été appelé comme ça parce qu'il a été construit en à partir de 1905 pour la première visite du Prince de Galles qui est devenu le roi George V. Oui. D'abord, c'était un hôpital pour les soldats et après, c'était un refuge pour les enfants. Le musée, il a été et renommé. Le nom a changé. Voilà. Chhatrapati Shivaji Maharaj Sangralaya. Waouh! On dirait un palais des 1000 et une nuits. Ouais. Et donc cette architecture, ce bâtiment, il est incroyable, Perrine. C'est un mélange des genres. Magnifique. Ça s'appelle Indo-Saracenique.
indienne et musulmane. Qu'est-ce qu'il y a, Perrine, à l'intérieur de ce musée? Vous avez la galerie des sculptures bouddhistes et hindoues. Après, vous avez la galerie de Népal et Tibet. Vous avez la galerie des miniatures. Qu'est-ce qui représente Kalki, ce musée, ici à Bombay? La diversité, je pense. La diversité de ce pays. Kalki, vos deux parents sont français, mais vous êtes né ici. Vous avez passé toute votre vie en Inde, à l'exception d'une courte incursion en Angleterre pour suivre des études de théâtre. Est-ce que vous vous sentez indienne? Oui, je dirais que je me sens assez indienne, oui. Je suis née dans un petit village dans le sud de l'Inde qui s'appelle Periamodale-Chavadi. C'est assez indien. Moi, j'ai en fait jamais vécu en France. J'ai toujours vécu ici et 5 ans en Angleterre, donc oui. Oui, je dirais que je suis assez indienne. Vous êtes la seule occidentale à vous être imposée à Bollywood. J'imagine qu'au départ, ce n'était pas forcément une qualité d'être blanche. Est-ce qu'il a fallu être un peu caméléon pour vous adapter à la complexité de la société indienne et à son cinéma? Alors, ça a pris quelque temps pour que les gens comprennent que je suis née ici, que je parle le tamoul et le hindi et que je fais partie d'une culture assez indienne. Mais oui, au début, il y avait pas mal de stéréotypes de la fille blanche. Le film qui vous a propulsé, qui vous a fait connaître, c'est Devdi, un film dans lequel vous incarnez une prostituée. C'est un rôle que la plupart des actrices indiennes refusaient de jouer. Et je sais qu'au départ, le réalisateur a catégoriquement refusé de vous auditionner. Comment vous avez obtenu le rôle? Oui, en fait, Anurag, le metteur en scène du film, il a vu des photos de moi. Et c'était des photos modèles en bikini, assez sexy. Il a dit non, 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 je ne veux pas une modèle pour ce rôle, j'ai besoin d'une vraie actrice, je veux pas l'auditionner. Et c'est une autre femme qui était là, elle était très curieuse. Et c'est là que j'ai eu l'audition et voilà, ça a commencé là. Et vous avez réussi à le convaincre? Oui, en fait, après 15 minutes après que j'ai fini l'audition, je rentrais chez moi dans un bus et c'est Anurag qui m'a appelé. Il a dit « Tu sais jouer, reviens ». Votre place, Kalki, vous l'avez acquise grâce au cinéma indépendant, en jouant des rôles considérés souvent comme tabous. Quel est celui dont vous êtes le plus fier? Je dirais Margarita with a Straw, c'est un film assez difficile. C'était un rôle où j'étais dans une chaise roulante et je jouais une fille handicapée. Et oui, 6 mois de préparation pour ce rôle et ça a été assez difficile à faire. Lorsque vous tournez dans les grands studios de Film City dans le nord de la ville, comment ça se passe dans le cahier des charges? J'imagine qu'il y a du chant, de la danse, un happy end obligatoire. Quoi d'autre? D'abord, j'ai toujours vu que les Français qui sont venus voir les shootings qu'on fait ici sont étonnés par le nombre de gens qu'il y a sur une scène. Il y a au moins 300 personnes, 300 à 500 personnes. Je ne suis pas une très bonne danseuse, mais il fallait que je danse pour être à Bollywood. Donc j'ai dû vraiment travailler et apprendre. Je n'ai pas fait beaucoup de films comme ça, j'en ai fait 3. La plupart des films que j'ai fait, c'est des films indépendants. शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। Le sexisme, il est très ancré en Inde et a fortiori dans le cinéma. Le mouvement MeToo qui a fait trembler Hollywood, est-ce qu'il a permis à la parole de se libérer ici? Est-ce que certaines actrices se sont exprimées publiquement? Oui, c'est un moment très intéressant parce que ça a beaucoup bousculé l'industrie et beaucoup de gens sont venus ensemble pour essayer de remettre des règles à propos de comment
comment faire pour que les femmes soient plus protégées. Votre engagement en faveur des femmes ne date pas d'hier. En 2013 déjà, vous avez tourné une vidéo qui a été vue par des millions de gens sur Internet. Avec un humour grinçant, vous dites en substance « Mesdames, si vous êtes violées, c'est de votre faute ». La dérision, c'est plus efficace qu'une indignation frontale ? Je pense que ça a toujours été le cas. Donc, on a fait une vidéo un peu sarcastique en disant oui, c'est toujours ma faute, même si je suis complètement couvert en dessous d'un burqa ou même si je suis dans un costume d'astronaute, c'est ma faute. Do you think rape is something men do out of a desire for control, empowered by years of patriarchy? You've clearly been misled by the notion that women are people too. Because let's face it, ladies, rape, it's your fault. Grâce à vos succès commerciaux, vous pouvez vous consacrer à vos passions. Je pense notamment au théâtre. En ce moment, vous jouez dans Lucrèce, adaptation du poème de Shakespeare. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce rôle? C'est une pièce difficile à faire dans un contexte moderne. Une femme moderne qui pense qu'elle doit se tuer après avoir été violée, c'est très difficile à gérer. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe, avec le Me Too Movement, c'est vraiment très important ce rôle pour moi. Toute l'histoire, c'est une nuit. Le viol se passe dans les premiers 5 minutes. Et après ça, c'est sa voix à elle. Let him have time to mark how slow time goes in times of sorrow. And how swift and short his time of folly and his time of sport. And ever let his unrecalling crime have time to wail the abusing of his time. Vous avez raflé les plus grandes distinctions, un Filmfare Award, l'équivalent d'un Oscar. Vous avez fait la couverture des grands magazines comme le Vogue indien. Ici, en Inde, vous êtes une méga star. En France, on ne vous connaît pas. Est-ce que vous avez des envies d'ailleurs? J'adorerais travailler en France, mais en même temps, il faut être réaliste. Je trouve que les Français, oui, ils ne me connaissent pas parce qu'ils n'ont pas une tradition de Bollywood, c'est normal, ils ont une autre tradition de cinéma français que j'adore. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais laisser tout tomber ici pour aller chercher du travail ailleurs. Ça doit venir assez organiquement pour moi. C'est le pays de la méditation, oui, mais voilà, c'est quand même le chaos. C'est le chaos. Il faut savoir justement méditer dans le chaos. On part à présent à la rencontre du compositeur Naren Chandavarkar. Il a collaboré avec les grands noms du théâtre, de la danse et bien sûr du cinéma. La musique de That Girl in Yellow Boots, c'est lui. Et c'est d'ailleurs en travaillant sur ce film en 2010 que l'amitié avec Kalki s'est nouée. Quels sont les projets que vous avez développés tous les deux? Ensemble. Je pense que c'était surtout pour le théâtre. Pour le cinéma, je travaille beaucoup avec un compositeur basé à Londres, Benedict Taylor. Et je crois que le premier film sur lequel on a travaillé ensemble est un film que Kalki a écrit qui s'appelle That Girl in Yellow Boots. Et comment vous avez travaillé? Chacun de votre côté, ou est-ce qu'il y avait un dialogue entre vous deux? Je me souviens qu'on a essayé d'écrire une chanson. Oui, c'est ça. Mais cette chanson n'a jamais été finalisée pour le film. Quand vous composez pour un film, qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire? Le scénario ou la prestation des acteurs? Les deux. Idéalement, je pense que la musique doit apporter quelque chose qui n'est pas déjà présent dans le film, comme un acteur ou une partie de l'histoire, et c'est ça qui est essentiel. Je sais que vous n'aimez pas les frontières. Vous travaillez pour tous les courants artistiques, le théâtre, la danse, le cinéma, bien sûr. Est-ce que pour les sonorités, la musique, c'est pareil? Vous avez des influences multiples? Oui, bien sûr. Avec une pièce de théâtre, il y a beaucoup plus d'interaction parce que vous mettez de la musique sur la scène et les acteurs réagissent et il y a ensuite beaucoup d'échanges. Mais pour un film, le montage est généralement très cadré, donc il y a un processus créatif différent, il y a une manière différente d'appréhender la musique.
Je sais que vous travaillez entre Londres et Bombay. Est-ce que les ponts culturels entre l'Inde et l'Europe sont faciles à construire? Oui, mon collègue est basé à Londres. On travaille avec beaucoup de musiciens à Berlin et à Londres, mais on enregistre ici. En termes de ponts culturels, on a travaillé sur des projets ici ou là, mais surtout ici en Inde. Donc on a la chance de découvrir ce qui se fait en Europe. Kalki, qu'est-ce qui vous touche dans la musique de Naren? On ne peut pas le mettre dans une case parce qu'il a fait des musiques très commerciales, par exemple pour Upda Punjab. Mais il a aussi fait la musique d'un film indépendant en région, comme Killa. Je crois qu'il y a toujours quelque chose de surprenant dans son travail. Ce n'est jamais la même chose et il a fait du chemin, parce que je me souviens qu'il a vraiment commencé tout seul dans son coin. Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale à Bombay. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on va se quitter sur nos plus belles images.